Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous apprenons, apprenons-nous mieux si nous le savons, que nous apprenons? On en parle avec l'invité du Grand Oral, Arnaud Kakia. L'anti-sèche d'Amal Laoui, ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est le salon de l'agriculture qui se tient actuellement à Paris. Les programmes, ce sont ceux notamment de géographie. À l'heure de la récré, on va s'intéresser toujours avec Amal aux biais cognitifs. Et puis conseil de discipline, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec maître Valérie Piot. Elle va nous parler des devoirs à la maison. Ils sont interdits en primaire, en tout cas théoriquement. Que faire s'il y en a malgré tout? La quotidienne de School TV, c'est parti. Les réponses dans quelques instants à toutes ces questions. Et on commence avec le Grand Oral. Il aura fallu des années pour que l'école s'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau d'un élève qui apprend. Aujourd'hui, le sujet n'est plus tabou, il est même porté politiquement, mais beaucoup reste à faire pour que les enseignements des sciences cognitives irriguent toutes les salles de classe. C'est le sujet de notre Grand Oral, à l'occasion du festival Cervodyssée. Cervodyssée, C-E-R-V, apostrophe Odyssée comme une Odyssée, mais évidemment ça sonne comme le cerveau également. Cervodyssée donc, qui se déroule du 3 au 6 mars à Marennes-Hier-Brouage, en Nouvelle-Aquitaine. Arnaud Kakia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de neurosciences cognitives à l'Université de Paris, membre de l'Institut universitaire de France, chercheur au LabSID, c'est le nom de votre laboratoire. Vous êtes également, vous faites plein de trucs, mais je signale parce que c'est pas sans lien avec School TV, coordonnateur du diplôme universitaire neuroéducation de l'Université de Paris. Et vous êtes aussi un fidèle de Cervodyssée. On commence rapidement par une définition des termes, sciences cognitives. Alors, la cognition, c'est le terme un petit peu scientifique de l'intelligence. On peut découper l'intelligence en différents domaines, la perception, l'action, les aspects moteurs, la planification. Et donc, la cognition, c'est l'ensemble de ces différents domaines. Donc, quand je dis sciences cognitives au lieu de sciences cognitives, je me trompe depuis 2 minutes. On peut dire sciences cognitives, sciences cognitives. On a le droit. On a le droit. Ça tombe bien. Merci pour cette définition. Qu'est-ce qui change dans la tête des élèves? Qu'est-ce qui change pour les élèves quand les enseignants se préoccupent de ce qui se passe dans leur cerveau? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment les représentations. Donc, c'est-à-dire que le fait que les enseignants soient au courant de ce qui se passe dans la tête des étudiants, des élèves, à tous les niveaux, que ce soit de la maternelle, à l'école, au collège, au lycée, à l'université, change la représentation dont l'élève a de ses apprentissages. Par exemple... Prenons le stress, par exemple. Alors, tout à fait. Le stress, c'est un très bon exemple. On sait que le stress est très présent à l'école, aussi bien dans les évaluations à l'écrit, aux évaluations à l'oral. Certains élèves vont souffrir du stress, ils vont moins bien réussir, perdre leurs moyens, alors que pour d'autres, ça va les pousser. Il y a une grande variabilité d'un individu à l'autre face au stress. Un même élément peut être soit positif chez un élève, soit délétère chez un autre. Et ce qu'ont montré des études assez récentes, c'est que si on explique les mécanismes du stress, si on montre aux élèves que le stress, finalement, c'est un mécanisme adaptatif qui a une utilité face à des situations où on a besoin de mobiliser ses compétences, on a besoin de mobiliser son énergie, son attention sur une scène, une situation particulière, eh bien, quand on explique ces mécanismes-là aux élèves, aux étudiants, les élèves régulent mieux leur stress et au final ont des meilleures notes. Alors, ça marche même chez les tout-petits. Alors, chez les tout-petits... Parce qu'après, on se le dit, on comprend que le stress, ça permet effectivement, ça donne le petit coup d'adrénaline sympa qui permet d'être concentré, mais chez les petits... Alors là, l'étude dont je parle a été publiée cette année, donc c'est une étude très récente. Et ce que montre cette étude, c'est que comparé à des élèves... à qui on n'a rien dit, eh bien, ça marche mieux. Et ça marche même mieux que lorsqu'on présente aux élèves, quand on dit aux élèves « ne fais pas attention, essaye de ne pas y penser, mets le stress de côté, ça n'existe pas ». Donc cette méthode qu'on pourrait dire un petit peu de métacognitive, c'est-à-dire où on explique en fait la cognition aux élèves, est un véritable levier pour limiter le stress, limiter les effets délétères du stress pour activer ses effets positifs. Alors ça fonctionne pour le stress, ça fonctionne pour quoi d'autre? La mémoire, ça fonctionne pour la compréhension, ça fonctionne... Alors, ça fonctionne par exemple pour la représentation que l'on a de l'intelligence. On peut avoir 2 types de représentation de l'intelligence, soit une représentation fixiste, où on considère qu'on a un capital d'intelligence à la naissance et que pendant toute sa vie, on va avoir ce capital. Je suis intelligent ou je suis bête, quoi. Exactement. Okay.
Ou on peut avoir une vision qui est beaucoup plus plastique de l'intelligence en se disant j'ai un niveau d'intelligence à un moment donné, mais mes apprentissages, mon travail vont me rendre plus intelligent. Vont me rendre plus intelligent ou me permettre de mieux travailler. Et Arnaud Kakia, est-ce que c'est ce qui renvoie à la notion de plasticité cérébrale ? Exactement. Yes. Alors, exactement, c'est tout à fait ça. La plasticité cérébrale, elle est importante parce que lorsqu'on apprend... on fait des connexions, nos neurones n'arrêtent pas en fait de gigoter, de se connecter. Exactement. Le cerveau, c'est pas comme un ordinateur parce que le cerveau va changer sa structure avec le temps. C'est pas juste le software, c'est pas juste l'OS qui va changer, le logiciel qui change, c'est aussi la structure même et le fait que le cerveau soit capable comme ça de se modifier avec l'apprentissage, c'est un levier très important pour à la fois c'est un mécanisme physiologique important pour l'apprentissage, mais lorsque les élèves sont conscients de ça, ça change leur représentation de leur intelligence et ils vont passer d'une représentation fixiste à une représentation beaucoup plus malléable, beaucoup plus dynamique de l'intelligence. Alors nous, dans la quotidienne de School TV, on fait l'hypothèse qu'on peut avoir une représentation dynamique des programmes scolaires si on les rattache à l'actualité et une conception dynamique de l'actualité si on la rattache au programme scolaire. Bref, c'est l'Anti-Sèche d'Amal Laoui qui fait tout ça. Et l'actualité, c'est le Salon de l'Agriculture. Il avait été annulé en 2021. Il a ouvert ses portes au Parc des Expos de Paris, porte de Versailles, et se déroule jusqu'au 6 mars. Oui, c'est ça, une édition inaugurée le 26 février dernier par le chef de l'État Emmanuel Macron lors d'un rapide passage, puisque la présidence française, vous le savez, pour cause de guerre en Ukraine, est accaparée par l'invasion russe en Ukraine. C'est donc le Premier ministre Jean Castex qui a pris le relais pour faire le tour du salon et défendre le quinquennat le bilan du quinquennat à quelques semaines du scrutin. En tout cas, le Salon de l'Agriculture, vous le savez, est un rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde agricole. Il rassemble en moyenne chaque année environ 500 000 visiteurs au Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles. Un salon de l'agriculture marqué cette année par la présence de plusieurs dizaines de militants d'Extinction Rébellion qui ont bloqué le stand de la Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, la FNSEA. Ce mouvement écologiste de désobéissance civile dénonce le modèle d'agriculture intensive défendu par le plus gros syndicat agricole français. Et ça, si on a été à l'école et si on a suivi les cours, on sait ce que c'est parce qu'on a étudié la production agricole française dès l'école primaire. Oui, dès l'école primaire, dès le CM1, CM2, puis au collège et au lycée, notamment dans le chapitre sur l'aménagement du territoire français. Mais on étudie aussi l'agriculture en SVT, dans le chapitre sur l'organisation des sols, par exemple. On y reviendra peut-être un jour. Peut-être. Ces enjeux, en tout cas, de l'aménagement et du développement des territoires sont abordés à travers deux thèmes. Le premier permet d'identifier quelques logiques d'organisation de l'espace économique français avec la notion d'espace productif. Qu'est-ce que c'est l'espace productif ? Je vous pose la question, Emmanuel. Il me fait ça. À chaque fois, si elle le faisait à chaque fois, mon cerveau s'habituerait, mon cerveau saurait, mon cerveau ne sait pas. Alors j'ai un petit coup de stress. Je ne sais pas, Amal. Un espace productif se définit comme un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique. Donc ce cours va permettre d'étudier le fonctionnement des espaces productifs destinés à l'agriculture, leur évolution, leur intégration dans l'Union européenne, ainsi que leurs défis majeurs de développement durable. Donc, il y a un second thème. C'est ça, le second thème sur l'organisation du territoire national. Lui met en évidence les principales lignes de force et contrastes territoriaux qui découlent de l'inégale distribution des richesses et des politiques d'aménagement portées par les différents acteurs publics et privés. Cette étude de la production agricole s'inscrit donc plus globalement dans l'organisation de l'espace économique français. L'espace économique français, mais dans ce cours, on va aussi élargir et étudier le passage d'une logique de production nationale à une logique européenne, et voire mondiale. Oui, c'est ça. Les élèves vont apprendre que les espaces productifs s'inscrivent dans l'environnement concurrentiel et instable d'un espace économique totalement ouvert, notamment au sein de l'UE. Ils vont aussi voir qu'en mettant les espaces en concurrence, eh bien, la mondialisation conduit aussi à une valorisation du local. Il devient un support de développement et d'attractivité, un moyen de s'ouvrir et d'exister dans le monde. Cela vaut pour tous les secteurs et dans l'agriculture, eh bien, ça se traduit par la mise en valeur des productions, par des labels et des appellations pour mieux les vendre, par exemple. Une question qui permet donc aussi de décrire la transformation des espaces ruraux. Oui, c'est ça. On va étudier les mutations des systèmes agricoles et la diversification des fonctions productives, la pression urbaine croissante et les liens accrus avec les espaces urbains, le vieillissement et le renouveau des populations rurales, la diversification des dynamiques démographiques et résidentielles. Ces mutations s'accompagnent d'enjeux d'aménagement et de développement durable avec valorisation et soutien de l'agriculture, équipement numérique, télétravail, protection de l'environnement, le maintien et l'organisation ou réouverture des services publics. En tout cas, ces enjeux mobilisent
mobilise des acteurs à différentes échelles du développement local aux politiques nationales et européennes de développement rural. Et alors pour que tout ça ne soit pas trop théorique, on étudie des cas. C'est ça, on va choisir un espace de production à dominante agricole par exemple. Le choix peut se porter sur un espace d'agriculture productive et fortement intégré, par exemple celui d'un espace spécialisé dans l'élevage industriel. Donc les espaces bretons sont emblématiques du passage d'une petite agriculture peu productive à celle intensive et très insérée dans les marchés européens et dans le marché mondial. Donc un modèle qui est cependant en crise puisqu'il se heurte aux nouvelles exigences des consommations et des citoyens, notamment celle d'une agriculture durable. Donc il pose la question de la conciliation d'une agriculture productiviste et des objectifs du développement durable. Amal, merci beaucoup. Je ne plaisantais pas tout à fait, Arnaud, en disant qu'on fait cette hypothèse, mais peut-être est-elle totalement erronée, que si on arrive à relier ce qu'on apprend à l'école avec ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on regarde à la télévision, ça peut donner l'envie ou aider à fixer. Est-ce qu'on se trompe complètement ? Alors, un des mécanismes fondamentaux de l'apprentissage, c'est la motivation. Et faire ce genre de lien, être ancré dans la réalité, effectivement, c'est un levier très fort, la motivation. Donc oui, ça marche bien. Vous vous rendez compte, Amal ? Donc notre travail n'est pas inutile. Formidable. Arnaud Kakia, merci. On va se retrouver dans quelques instants pour reprendre notre grand oral. Mais on a une invitée spéciale dans ce grand oral que vous connaissez bien. Pendant 4 jours et dans différents lieux de la ville de Marennes, hier, Brouage, le festival Cerveau-Odyssée propose des conférences, des spectacles étonnants, dont un réservé au tout jeune public, dès l'âge de 12 mois, vraiment tout jeune public. Il y a aussi des séances de cinéma, des ateliers, des expositions où science et art se rejoignent. Et on est en ligne avec la présidente de l'association qui organise ce festival, Émilie de Crombec. Bonjour Émilie. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeure de lettres. Quand une professeure de lettres rencontre-t-elle les sciences cognitives ? Alors je rejoins ce que disait Arnaud, c'est-à-dire que dans les tâches d'enseignement, il devient nécessaire, grâce aux derniers apports de la recherche, de savoir comment fonctionne le cerveau des élèves. Donc ça passe par la formation des enseignants et pas que des enseignants de sciences, donc même de lettres modernes, pour pouvoir former les élèves à leur propre cognition, à leur propre métacognition, et ensuite appliquer des pistes pédagogiques validées scientifiquement, notamment celles proposées par l'équipe donc de sciences-cognitive.fr de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives qui propose donc le dispositif de CogniClass. Concrètement, le fait d'avoir une CogniClass, vous, si vous avez un exemple concret de ce que ça a pu changer pour vous comme enseignante ? Alors, sur la mémorisation, parce que c'est transversal, chaque enseignant doit faire mémoriser des connaissances aux élèves et savoir comment fonctionne le processus de la mémorisation, c'est fondamental. Par exemple, savoir que faire relire et relire et relire la leçon, ça sera bien moins efficace que si l'élève se pose des questions et qu'il a un retour immédiat sur l'information en termes d'efficacité et d'effet de motivation aussi sur l'élève, puisqu'il aura un meilleur retour sur le temps de travail fourni, c'est fondamental. Et je crois que vous avez aussi mené dans le cadre de cette CogniClass, donc il y en a je crois 1 millier à peu près, c'est ça, des CogniClass en France, qui sont des classes où les enseignants et les enseignantes sont formés aux sciences cognitives et appliquent tout cela. Vous avez mené une expérimentation autour de la cognition sociale. Vous dites que les émotions sont souvent évacuées de l'enseignement et elles ont leur place. Oui, on travaille en étroite collaboration avec les laboratoires, notamment les travaux d'Arnaud sur le stress. Et l'idée, c'est de vraiment expliquer aux élèves les mécanismes. D'où vient l'émotion, à quoi sert l'émotion, plutôt que de l'exclure complètement. Dans la classe, il y a des émotions. Moi, je travaille avec des adolescents. Ouais, voilà. Elles sont bien présentes. Y compris, Émilie, vos propres émotions. Parfois, vous êtes énervé, vous leur dites. Oui, tout à fait. Personnellement, je n'hésite pas à formaliser cela. Je leur dis, l'heure d'avant, j'étais agacé, mon seuil de tolérance sera moins grand, avez-vous expliqué. Oui, comment est née l'idée de Cerveau-Odyssée et cette idée de démocratiser les sciences cognitives dans les territoires, et là, en l'occurrence, en Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion de ce festival ? Alors, j'enseigne à Marennes, qui est une petite ville de 6000 habitants. Et on est assez loin des grandes aires urbaines, on n'a pas de centre de recherche, on n'a pas de centre de vulgarisation, même si on travaille avec l'espace Mendes France à Poitiers. Et l'idée, c'était de
déplacer le savoir à Marennes en faisant venir des intervenants comme Arnaud Caquia, Grégoire Borst cette année qui sera donc le parrain du festival et qui est directeur du Lapsidé, et en même temps de montrer qu'il y a des ressources sur le territoire pour créer un lien et un relais tout au long de l'année. Et donc on a décidé de mêler les arts et les neurosciences parce qu'on ne voulait pas faire un colloque scientifique et que ça soit un entre-soi. L'idée c'est vraiment de s'ouvrir au plus grand nombre, et on voit là les vidéos du dernier festival, on voit que les gens se sont déplacés en grand nombre parce que nous avons tous un cerveau et que ça intéresse bien du monde de savoir comment il fonctionne, qu'on ait 1 an ou 77 ans. Ça sert aussi à un enjeu important, les sciences cognitives, à aider les élèves à briser des automatismes. Vous citez un exemple qui veut dire que si 8 est supérieur à 2, alors un 8e sera supérieur à 1,5, ce que je crois toujours personnellement, mais c'est parce que je suis vraiment mauvais en maths, mais en vrai, non. Oui, et puis je vais prendre un exemple en français pour bien montrer qu'il y a des ponts avec les lettres. Si je prends l'exemple de « je vous dirai ça demain », beaucoup d'élèves vont écrire « dirai » avec EZ, parce que derrière vous, ils ont créé l'automatisme à l'école. Derrière vous, je mets EZ. Or, il faut inhiber cet automatisme, c'est-à-dire l'arrêter pour basculer dans un mode réflexif et donc se dire non, je dois accorder dirai avec le sujet. Ici, c'est je suis au futur, donc AI. Et c'est quoi la différence entre, et c'est ma dernière question, juste apprendre la règle et comprendre que ça a un lien avec le cerveau ? Je n'ai pas bien compris la question. Si, parce que ce que vous dites, c'est vous énoncez la règle en disant il faut accorder le verbe dire. Et, oui, et connaître le mécanisme qui fait qu'on se fait piéger dans un mode automatique. Et quand on connaît le mécanisme du piège dans lequel on peut tomber facilement, ça permet d'éviter de tomber dans le piège, au-delà de la règle. Merci beaucoup, Émilie. Cerveau-Odyssée, je redonnerai les dates, mais c'est à Marennes. Merci et bravo. Oh, ben, elle est formidable, regardez. Et puis alors, l'image en plus. Je suis sûr qu'il y a des études en sciences cognitives qui disent montre l'image, montre l'image. Le deuxième festival pour retrouver Émilie, plein d'enseignants, plein de gens à la fois de la région et d'autres régions, et notre invité du Grand Oral, Arnaud Caquia, qu'on va retrouver dans quelques secondes. On prend une petite minute de récré. Ça vous va ? Parfait. Allez, avec Amal. C'est une fausse récré, j'essaye de tromper votre cerveau. C'est une cervée où on va parler des biais cognitifs. Oui, avec cette vidéo qui nous montre comment les biais cognitifs trompent notre cerveau. Regardez. Vous êtes au supermarché, vous voyez un produit à 9 €, mais il y a écrit dessus « c'était 15 € avant, il est en promotion ». Ah, vous allez vous dire « ah, c'est une bonne affaire ». Peut-être que si vous aviez vu le même produit juste à 9 € sans la promotion marquée, vous auriez dit « non, 9 € c'est quand même très cher ». Quand on vous dit ce produit-là qui vaut 9 €, avant il en valait 15, on vous a un petit peu ancré sur le chiffre de 15 et vous dites « ah bah oui, par rapport à 15, je fais une économie ». En fait, la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que ce produit, j'ai envie de l'acheter à 9 €? Mais le fait qu'on vous ait dit 15 vous influence un petit peu. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire une déviation par rapport à ce qui devrait être la réponse rationnelle de la manière dont on va réagir. Le fait qu'on ait été ancré sur 15 € nous fait penser que 9 € c'est pas cher. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que quand on doit prendre une décision, on recueille des données, on les analyse, on les traite, on est objectif, on est rationnel. Mais en fait, on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Les biais cognitifs sur Internet, Amal. Alors, les travaux des psychologues américains Amos Tversky et Daniel Kahneman ont théorisé le rôle des biais cognitifs et leur impact sur notre raisonnement. Ces biais peuvent nous induire en erreur et nous amener à prendre de mauvaises décisions. C'est ce qu'on nous montrait dans cette vidéo. C'est quoi un biais cognitif ? Un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs influencent donc notre choix. Nos choix en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Et pour passer à l'action ou donner un sens à un événement, eh bien, le cerveau va utiliser des croyances subjectives inconscientes. Le risque de décision erronée devient alors important. Ce mécanisme est systématique et dans des secteurs comme les sciences cognitives, le marketing, la publicité ou le design d'expérience utilisateur, eh bien, la connaissance des biais cognitifs amène à comprendre et à prévoir les comportements des individus utilisateurs et consommateurs. Nous sommes manipulés. Oui, c'est ça. Et pour déjouer ces biais cognitifs, eh bien, il faut tout simplement apprendre à les connaître. Il faut d'abord savoir les identifier et savoir lesquels apparaissent les plus souvent dans vos raisonnements. En voici quelques-uns. On va commencer par le biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est quoi, Arnaud Caquia ? Le biais de confirmation, c'est quand on a... Oui, on a bien sûr, c'est le spécialiste. Tout à fait. Donc, le biais de confirmation, c'est quand on a
une théorie et qu'on a une information qui va dans le sens de cette théorie, on va mettre plus de poids sur cette information si elle va dans le sens de la théorie de nos croyances. Donc c'est le plus connu et c'est aussi le plus difficile à déjouer. Il y a aussi le biais d'ancrage. Alors, le biais d'ancrage, c'est un autre type de biais qui est le fait que lorsque vous avez une première information qui a été donnée, ça va être très difficile de sortir de cette information ou de cette théorie, de cette idée pour avoir un autre point de vue. Il y a un antidote à ça? Oui, ce serait de recueillir sur un sujet donné le plus possible de premières impressions provenant de différentes personnes pour désactiver donc son propre ancrage. Ça peut marcher ça, Arnaud? Alors, toute la question est de savoir, est-ce qu'on arrive à débiaiser si on arrive à débiaiser les biais. Exactement. Allez, encore un dernier biais. Un dernier, le biais de conformisme. Alors, le biais de conformisme, c'est le fait que c'est beaucoup plus facile de penser comme tout le monde et c'est très difficile de ne pas penser comme un mouton. Alors, il est donc important de pouvoir identifier ou de reconnaître les biais cognitifs. Sur certains d'entre eux, eh bien, ils ont des répercussions sociales néfastes. Selon la chercheuse canadienne Chloé Gratton, eh bien, les débats de société actuelle, je la cite, sur les théories conspirationnistes autour de la Covid-19, sur la crédibilité de la science et sur le racisme ou les violences sexuelles ne sont pas étrangers à l'influence des biais cognitifs concernant notre façon d'appréhender et d'interpréter ces enjeux. Merci beaucoup Amal et merci beaucoup Arnaud d'avoir prêté secours à Amal pour cette heure de la récré. On se retrouve Arnaud. Un petit point à ajouter, c'est qu'effectivement, la science a beaucoup à apporter sur ces biais cognitifs et on a besoin d'avoir de la recherche pour bien comprendre ces mécanismes. On commence à les comprendre avec des théories, par exemple, de Kahneman, mais il y a tout un travail scientifique et de recherche de laboratoire à faire pour, comprendre ces mécanismes et deux, réussir à mettre en place... À débiaiser. À débiaiser. Allez, on en parle dans la suite du Grand Oral avec Arnaud Caquia. Merci Amal. Du 3 au 6 mars, l'association Neurosciences Marraine vous propose la deuxième édition du festival Cerveau-Odyssée. L'objectif, c'est de faire découvrir tous les besoins, tous les potentiels du cerveau, vous aider à comprendre l'intérêt des neurosciences pour la santé et pour l'éducation et partager aussi les dernières avancées avec des spécialistes réputés. L'un d'entre eux est sur notre plateau, c'est notre invité Arnaud Caquia. Sur quoi on agit le plus dans une classe, dans l'éducation, dans une coniclasse, quand on s'adresse aux sciences cognitives? Est-ce que sur la mémoire, la compréhension, c'est quoi le premier bénéfice? Alors, il y a beaucoup de domaines sur lesquels on peut agir. Il y a, comme l'a dit Émilie de Crombec, la mémorisation, le fait que d'avoir une démarche active, poser des questions, essayer de récupérer de l'information plutôt que de lire plusieurs fois la même information, c'est plus efficace. D'autres travaux sont intéressants qui montrent par exemple que vaut mieux passer 4 fois une demi-heure sur la semaine, étaler sur la semaine, plutôt qu'une fois 2 heures pour travailler sur une question particulière. Donc étaler l'apprentissage. Et donc déjà, il faut connaître ces travaux. Voilà, donc il faut connaître ces travaux. Donc pour les enseignants et de manière générale pour le monde de l'éducation, il y a 2 intérêts en fait pour ces coniclasses. Premièrement, c'est le contenu, c'est-à-dire les connaissances que nous offre maintenant la recherche en sciences cognitives sur l'apprentissage. Donc sur la mémoire, sur les mécanismes, par exemple, des biais cognitifs et de l'importance de l'esprit critique, sur le rôle des émotions, sur le rôle du stress, positif ou négatif en fonction du contexte. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est important, qui est l'approche, la méthodologie des sciences cognitives, qui est une approche expérimentale. C'est le labo dans la classe. Exactement. Et je voulais vous poser une question là-dessus, justement, parce qu'on s'en est emparé à un moment donné, quand je dis on, c'est l'éducation nationale des sciences cognitives, en laissant entendre qu'il pouvait y avoir des recettes. En fait, ça ne marche pas comme ça. Alors, ça ne marche pas comme ça. Ce qui marche peut-être le mieux, c'est que les enseignants se saisissent de ces approches expérimentales, testent différentes idées. Les enseignants ont plein d'idées. Dans le cadre, par exemple, du DU neuroéducation, on accueille tous les ans à peu près 80 enseignants et autres personnels de l'éducation nationale et du monde de l'éducation de manière générale. Et on voit que ce monde de l'éducation a plein d'idées, plein de projets. Et avoir des idées, avoir des projets, c'est bien. Ça peut s'ancrer sur des nouvelles connaissances scientifiques. Mais une fois qu'on a ces idées, c'est essentiel aussi de voir si ça marche. Donc en gros, il y a 2 questions. Il y a qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, pour que ça fonctionne mieux, pour que les élèves apprennent mieux. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est est-ce que ce que j'ai mis en place, ça fonctionne bien, moins bien qu'avant,
ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Arnaud Caquia, en un mot, les devoirs à la maison en primaire, bonne idée, mauvaise idée, ou c'est pas la question? Le problème des devoirs à la maison, c'est que là, on rentre dans un autre champ qui est le champ de la sociologie et des différences socio-économiques. Et c'est des inégalités que ça peut produire. Mais en tout cas, théoriquement, ils sont interdits depuis 1956. Amal nous le rappelle dans une émission sur 2 dans cette quotidienne. C'est le sujet aujourd'hui de notre conseil de discipline, un titre bien désagréable pour une rubrique très agréable. Le maître Valérie Piot vous donne ses conseils. Les devoirs écrits à la maison en primaire. Maître Piot. Bonjour, nous allons parler de l'interdiction des devoirs écrits à l'école primaire. Quel est le cadre légal si votre enfant rentre de l'école primaire avec des devoirs écrits à faire à la maison? Le cadre légal est assez simple. Il y a une interdiction de donner des devoirs écrits à l'école primaire. Cette interdiction des devoirs écrits ne s'applique ni aux collégiens ni aux lycéens. Et cette interdiction date des années 50. Il y a une circulaire en 56 et depuis, l'Éducation nationale n'a pas manqué de rappeler à au moins 7 ou 8 reprises l'interdiction des devoirs écrits à la maison. Pourquoi cette interdiction? L'Éducation nationale estime que pour les enfants, c'est une charge de travail trop importante et cela crée aussi une discrimination entre les enfants qui pourront être aidés par leurs parents et ceux qui ne pourront pas être aidés par leurs parents. Il y a notamment des études, l'étude PISA, faite par l'OCDE, qui montre que chez les élèves qui ont plus de devoirs écrits, dans les pays où il y a plus de devoirs écrits, les élèves n'ont pas non plus de meilleurs résultats. Mais de toute façon, quoi qu'on puisse en penser, le cadre légal actuel, c'est l'interdiction des devoirs écrits à la maison, à l'école primaire. Les seuls devoirs qui sont autorisés à l'école primaire, ça va être un travail oral, comme faire de la lecture ou faire des recherches, ou le fait d'apprendre ses leçons. Donc on ne peut pas donner un travail écrit. Mais alors que faire si votre enfant rentre avec un travail écrit à faire à la maison? Moi, je préconise bien évidemment d'abord le dialogue. Donc vous allez prendre rendez-vous avec la maîtresse ou avec le directeur ou avec la directrice de l'école pour expliquer le cadre, que les devoirs écrits sont interdits et que cela est une charge trop importante de travail pour votre enfant. Alors, que faire si le fait d'avoir essayé de dialoguer ne fonctionne pas? Vous pouvez également éventuellement aviser l'association de parents d'élèves de l'établissement, puisque si la maîtresse donne des devoirs écrits, ce sera à tous les enfants de la classe, donc vous rapprochez des parents d'élèves. Et après, si ça ne fonctionne pas le dialogue au sein de l'école, à ce moment-là, il faut aviser le supérieur hiérarchique. Il faut bien comprendre que l'éducation nationale a un fonctionnement pyramidal. Donc si le dialogue au sein de l'établissement ne permet pas de résoudre le conflit, à ce moment-là, vous allez saisir l'IEN, qui est l'inspecteur de l'éducation nationale, qui est le supérieur hiérarchique de la maîtresse et de la directrice ou du directeur d'école, et éventuellement le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale. Je vous conseille, en faisant ce petit courrier au supérieur hiérarchique, donc l'IEN ou le DAZEN, de joindre une copie du carnet de correspondance de votre enfant dans lequel vous aurez les devoirs écrits qui sont donnés à l'enfant. Donc voilà, on a un cadre qui est très clair, une interdiction des devoirs écrits à l'école primaire, voilà, et une autorisation par contre des devoirs qui sont un travail oral ou le fait de répéter des leçons. Et il ne faut pas hésiter, si la maîtresse donne des devoirs écrits, de prendre rendez-vous et d'agir pour faire respecter la loi et le cadre qui est cette interdiction du travail écrit à la maison. Comme tous les jeudis, les bons conseils juridiques de Maître Piot dans le conseil de discipline. Arnaud Caquia, merci d'avoir été l'invité de ce grand oral de la quotidienne. On a donc parlé sciences cognitives. On comprend qu'au fond, apprendre, ce qui est quand même l'objet de l'école, c'est bien davantage que simplement acquérir des savoirs, acquérir des compétences. Mais toute l'école reste tournée vers ça, l'acquisition des savoirs, des compétences. Donc, pour que ça fonctionne, il faut une révolution copernicienne? Ah oui, il y a d'autres choses à l'école qui sont importantes. Émilie de Combrec l'a illustré, par exemple, avec l'importance de résister à certains automatismes. On a vu en début d'émission l'importance de savoir gérer son stress. C'est toute la question des habiletés émotionnelles et sociales qu'a mentionné également Émilie sur la gestion des émotions au collège. Donc oui, il y a beaucoup d'autres choses, en plus des connaissances qui sont
importante, mais il n'y a pas que ça. Merci beaucoup Arnaud. On vous laisse prendre le train pour Marennes puisque vous participez à ce beau festival Cervodyssée. C'est du 3 au 6 mars organisé par l'association Neurosciences Marennes. 2e édition de ce beau festival. Vous avez vu les images, c'est assez effervescent comme ce qui se passe dans nos cerveaux, notamment dans le cerveau d'Amal. Amal, merci beaucoup pour aujourd'hui. Arnaud également. Merci aussi à toute l'équipe. Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, et puis en régie, Alexandre Larochelle, veillé au son, Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez évidemment sur Scoop TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.